Retour au débat de France 24, deuxième partie avec ce double attentat donc commis aujourd'hui en Tunisie. Deux kamikazes qui se sont fait exploser à une demi-heure d'intervalle, l'un au centre, au cœur de la capitale tunisienne, l'autre en périphérie. Dans les deux cas, il s'agissait, les cibles étaient des cibles policières. On en parle avec toujours à mes côtés Pierre Vermeyren, historien et spécialiste du Maghreb, avec toujours également Lilia Blaise, correspondante de France 24 en Tunisie, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui ici même à Paris. Mohamed Sabib Asli, membre du bureau politique du parti Tayatounès, c'est le parti qui est dirigé par le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed, avec Beligh Nabli, directeur de recherche à l'IRIS, et toujours avec nous en duplex de Tunis, Youssef Cherif, analyste politique indépendant. Beligh Nabli, vous vouliez réagir puisque l'on évoquait à la fin de la première partie de ce débat le contexte sécuritaire en Tunisie, les mesures notamment qui avaient été prises depuis 2015 pour prévenir de nouveaux attentats. D'abord, pour abonder dans le sens de ce qui a été dit, à savoir que malgré le fait du jour, il y a des résultats. C'est-à-dire que l'appareil sécuritaire s'est adapté et a relevé relativement bien le défi sécuritaire, le défi lancé par les groupuscules djihadistes. Et donc, l'attaque d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la vague d'attaques qui ont marqué les années 2014-2015, qui était d'une autre ampleur et dans un contexte d'urgence sécuritaire d'une autre nature. C'est d'autant plus vrai que la vraie urgence aujourd'hui, elle n'est pas de nature sécuritaire en Tunisie. Parce que lorsque vous parlez avec les Tunisiens, ce qui les habite, ce qui les anime, c'est l'urgence économique et sociale, sur fond d'instabilité ou plutôt d'interrogation sur l'avenir politique du pays. Les Tunisiens se demandent vraiment vers où mène leur leader, ils s'interrogent sur leur leader, c'est-à-dire sur la capacité de leurs responsables, des responsables politiques qui ont exercé le pouvoir depuis la Révolution. Et, entre nous, aucun ne fait exception dans la critique sévère dont fait l'objet la classe politique en Tunisie, ce qui nourrit finalement un discours de désenchantement démocratique. Y compris le Premier ministre représenté ici par Mohamed Sabib Asli. Il a représenté dans un premier temps au moins une forme de renouveau qui s'explique par le fait notamment qu'il incarnait beaucoup mieux finalement le visage démographique de la Tunisie. C'est un pays jeune et on avait enfin un Premier ministre qui incarnait à la fois cette jeunesse diplômée, qui croit dans l'avenir, etc. Donc il y avait une forme de main tendue vers la société civile. En plus, M. Chahed n'était pas issu ni du RCD, ni d'une classe politique enracinée dans une histoire particulière. Donc, il est proche notamment du pouvoir Ben Ali, du pouvoir précédent. Voilà, il a incarné une forme de renouveau. Puis, avec l'exercice du pouvoir, il a été confronté précisément au jeu du pouvoir, notamment jeu intrapartisan, c'est-à-dire au sein du parti dont il était issu. Il a été aussi au cœur de jeux ambigus avec le parti Ennahda, les islamistes. Bref, il a, en tant qu'acteur politique, été encore aujourd'hui, un animal politique. Ça sera un acteur central, malgré tout, de la future présidentielle s'il est officiellement candidat, mais il n'échappe pas à cette critique sévère à l'égard des leaders politiques tunisiens qui ne sont pas à la hauteur des défis et des enjeux auxquels la société civile est confrontée, ce qui explique notamment la montée en puissance de nouveaux visages, de nouveaux acteurs avec un discours plutôt populiste, c'est-à-dire avec des arguments démagogiques, Vous faites allusion à Nabil Karoui de Nesma TV notamment. Oui, mais il s'inscrit dans une lignée, c'est pas le premier depuis 2011. De presse, donc, enfin de médias en l'occurrence, qui est l'un des candidats présumés à cette élection présidentielle. Et c'est intéressant parce que ce genre d'acteur-là, populiste, à contrario, ou plutôt paradoxalement, illustre bien le fait que la Tunisie est en train de se démocratiser, en ce sens où, même négativement, on retrouve des mots qu'on connaît, des mots MAUX, qu'on connaît dans les vieilles démocraties européennes, la montée du discours démagogique et populiste, avec des acteurs finalement qui s'appuient sur les vecteurs de communication, la télé, Facebook, etc., pour diffuser un discours simpliste à l'endroit de populations défavorisées sur le plan économique et social. Il y a un mécontentement, Mohamed Sabib Asli, envers ce gouvernement du Youssef Chahed pour ce budget notamment d'austérité 2018 et ses difficultés donc en matière de pouvoir d'achat notamment, de chômage des jeunes qui perdure et de corruption qui n'est toujours pas réglée, loin s'en faut, en Tunisie. Oui, alors je vais vous répondre très, très rapidement. Laisse-moi vous dire tout d'abord que l'avenir de la Tunisie, j'ai l'habitude de le dire, je le répète ici, que l'avenir de la Tunisie ne peut pas être entre les mains
ni des anciens de Bourguiba ou de Ben Ali, ni les opposants de Bourguiba et de Ben Ali. Il faut une troisième génération. Et le choix de Youssouf Chedd par Béji Caïd Essebsi était un choix judicieux. Parce que justement, on veut changer de classe politique. Pendant les 3 premières années, c'était les opposants de Ben Ali qui géraient le pays. Ils l'ont détruit. C'est le mot. Il n'y a pas autre chose. Les institutions, tout. C'est avec eux que vous avez formé une majorité par la suite. Oui, attendez. Ben justement, après, lorsque Youssouf Chedd il est venu dans un contexte très particulier. Parce que nous avons un régime parlementaire. La Tunisie a basculé d'un régime autoritaire, de parti unique, de culture de parti unique, à un régime parlementaire où tout le monde, il y a 272 partis, où tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Cette cacophonie politique qu'on voit à l'intérieur du Parlement a empêché tous les gouvernements, y compris celui de Youssouf Chedd, d'aller de l'avant, de se débarrasser du quotidien pour avoir une vision. Je vous donne un exemple. Le problème de la loi électorale qui est passée, il y a une grande polémique. Elle a été envoyée à l'Assemblée nationale il y a 9 mois, bloquée à l'Assemblée nationale. Il faut que vous le sachiez. Elle a été adressée à l'Assemblée nationale il y a 9 mois. Et elle a été bloquée. La loi d'urgence économique, la Tunisie, pour développer l'économie, parce on souffrait sous le poids du FMI, l'Union européenne qui gesticulait un peu. L'urgence économique pour que l'État fasse des gros travaux pour créer des emplois, bloquée à l'Assemblée nationale. La loi sur le Conseil constitutionnel, bloquée à l'Assemblée nationale. Voilà, le problème, c'est au niveau de ce chapiteau qui représente le peuple, mais qui, pour des raisons X, volontairement ou involontairement, j'ai tendance à dire involontairement, il bloque la mécanique. Et donc, l'échec, si vous dites qu'il y a échec, moi je trouve qu'il a réussi, malgré tout. On va parler d'échec ni de succès. Non, mais je dis qu'il a réussi parce qu'avec la problématique de l'exercice du pouvoir aujourd'hui, personne, même si on amenait un grand technicien, un grand économiste, ne réussirait pas mieux. Au moins, il a gardé les institutions, il a maintenu l'État, il a lutté contre le terrorisme. C'est le seul choix qu'il avait fait. Mais effectivement, économiquement, les choses n'ont pas suivi. Pierre Vermeyren, on est allé trop loin peut-être dans la multiplication des contre-pouvoirs, comme il est d'usage en démocratie, au point qu'aujourd'hui, on ne parvient pas finalement à faire décoller la Tunisie, ce qui aurait été évidemment le souhait au lendemain de cette révolution. Ça dépend le souhait de qui. Non, je crois en tout cas de ceux qui y vivent. On ne multiplie pas trop les contre-pouvoirs, mais vous savez, c'est dur la démocratie. C'est très difficile parce que c'est une culture, c'est un apprentissage, c'est des pratiques. Quand vous sortez d'un régime autoritaire, il n'y a pas de militants, il n'y a pas de bons candidats, puisque les bons, généralement, on les a mis ailleurs, etc. Donc, on est dans un processus très rapide. Bon, alors on ne voit pas avec Lida Tounès, pardonnez-moi, revenir quand même une superstructure politique qui avait déjà les clés du pouvoir sous Ben Ali et sait comment fonctionne l'appareil d'État. C'est pas si simple parce que c'est pas automatique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le peuple et les électeurs que les appareils. Bien sûr, il faut bien élire quelqu'un. Mais on avait observé dans les 3 premiers scrutins un effondrement progressif des votes, du nombre de votants, du nombre d'inscrits. Et le parti islamiste comme le parti, je sais pas comment il faut l'appeler, nationaliste ou révolutionnaire ou autre, ils avaient vu leurs électorats divisés par 2, puis à nouveau par 2. Aux dernières municipales. Là, on voit qu'il y a 1,5 million de gens nouveaux, donc des jeunes en partie, qui se sont inscrits. On est passé de 55 à peu près % de personnes qui peuvent potentiellement voter à 70% qui effectivement ont une carte électorale. Et donc ça peut faire basculer les élections on ne sait pas, dans n'importe quel sens. Et donc c'est au moins une preuve d'intérêt. Et donc, malgré toutes les difficultés, on voit que ce surcroît démocratique, au moins au niveau des volontés individuelles, il est positif. Bon, après, sur quoi ça va déboucher, c'est toute la bataille en cours. Malheureusement, l'été va être rapide. Lilia Blaise, on a foi encore dans la politique en Tunisie. Le climat social, il faut dire, reste éruptif. On assiste régulièrement à des manifestations dans lesquelles ceux qui décident de défiler dans la rue expriment un mécontentement face à des conditions de vie qui ne se sont pas sensiblement améliorées, d'après ce qu'on entend.
depuis ces fameux événements qui étaient à l'origine de la Révolution? Alors oui, moi je le vois beaucoup dans les reportages qu'on fait. On a quand même des faits sociaux assez inquiétants. On a eu au début de cette année la mort de 15 bébés prématurés dans un service de l'hôpital public en Tunisie. Ça a beaucoup choqué l'opinion publique. C'était lié à des infections nosocomiales. Finalement, les résultats de l'enquête n'ont pas été concluants et aujourd'hui, on attend encore des résultats d'une enquête pénale. On a eu ensuite des ouvrières agricoles qui sont mortes dans un accident de la route parce qu'elles étaient transportées comme du bétail. Et ça, les gens ne le découvrent pas aujourd'hui. Ils savent que ça existe, ils le voient tous les jours. Et là, il y a un vrai malaise social parce que ça, on se rend compte que ça ne change pas. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de réelle politique publique pour changer ça. Et là-dessus, c'est vrai que on ne peut pas mettre tout sur le dos de Youssef Chahed parce que ça nécessite en effet des grosses réformes, mais il y a un effondrement du secteur public qui avant était quand même une garantie pour beaucoup de Tunisiens de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école gratuite, de pouvoir bénéficier de soins avec une sécurité sociale. Aujourd'hui, tout ça s'effondre et c'est vrai que ça préoccupe énormément les gens, beaucoup plus que la situation sécuritaire. Juste pour revenir 2 secondes sur la démocratie, il y a quand même quelque chose de très gênant avec cette loi électorale dont vous avez parlé, parce qu'elle a été déposée en effet il y a 1 an et demi par le gouvernement pour imposer un seuil en fait, pour justement éviter ce multipartisme qui devenait un peu difficile à gérer. Mais il y a eu des amendements qui, eux, ont été posés récemment et qui ont été votés par l'Assemblée de manière très urgente. Il n'y a pas eu de réel débat à l'Assemblée, qui, eux, pour moi, menacent plus ou moins la vie démocratique, car ils excluent justement ces populistes dont on parlait tout à l'heure, et de façon un petit peu arbitraire. Ils arrivent à un moment où les élections se tiennent dans 4 mois. Donc on a l'impression que le gouvernement change un peu les règles du jeu, même si ça reste un débat très complexe, puisque ces populistes sont arrivés là où ils en sont à cause des défaillances de la loi. Donc du coup, c'est toute la question de la démocratie. Qui a le droit de changer la loi et pourquoi? Chacun un mot de Pierre Vermeyren, ensuite Béline Nabli, et je vous redonnerai la parole. Un mot pour que les bailleurs de fonds européens mesurent bien le risque dans lequel se trouve la Tunisie, c'est-à-dire un risque de collapse. Parce que la démocratie, elle peut disparaître du jour au lendemain. Une révolution, un coup d'État, bon, il y a la guerre en Libye aux portes, il y a la bataille de Tripoli qui se prépare. On allait en parler justement. C'est quoi le problème? C'est que il y a eu la révolution parce que les Tunisiens étaient devenus très pauvres dans certaines régions. Le pouvoir d'achat des Tunisiens a baissé entre 50 et 88% selon une étude depuis 8 ans, notamment à cause de l'endettement, de la dévaluation du dinar, etc. C'est-à-dire c'est considérable. Vous avez des fuites de viande et de produits alimentaires vers l'Algérie, vers la Libye. Dans quelle proportion, dites-nous? Entre 50, on disait 50%. Oui. Une étude récente d'un économiste a dit jusqu'à 88%. Peu importe, c'est considérable. C'est-à-dire que les conditions qui ont amené à la révolution sont 2 fois pires objectivement aujourd'hui. Pas les conditions politiques, les conditions socio-économiques. Il y a vraiment le feu au lac. Oui, on en revient à la vraie urgence qui est de nature économique et sociale et qui est vécue concrètement à travers la dégradation de la condition des Tunisiens. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors pour le coup, c'est pas totalement nouveau, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le lendemain du soulèvement et au lendemain de la chute de Ben Ali, il y a déjà eu cet appel à un nouvel ordre social et très vite se sont manifestées des revendications sociales, des grèves et puis un appel au changement assez abrupt, sans conséquence. Et le désenchantement démocratique, le désenchantement politique que ça a suscité avait donné lieu assez rapidement aussi à une forme de nostalgie de l'ère Ben Ali en disant finalement c'était stable et puis notre condition était meilleure. Cette nostalgie-là n'est plus à l'ordre du jour. Et en ce sens, il y a un progrès. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est plus à l'ordre du jour? J'ai l'impression qu'un autre phénomène qui s'y substitue, c'est précisément cette nouvelle forme de dégagisme, cette nouvelle forme de visage. Ben Ali, c'est vraiment la préhistoire de la vie politique tunisienne. Et on n'en est plus à ce réflexe un peu simple qui consiste à se tourner vers le passé. On cherche de nouveaux visages, de nouveaux discours
qui peuvent être teintés de simplisme et malheureusement le tout sur un fond un fond politique ou un cadre politique qui peut consister aussi à céder à une autre tentation, celle de restreindre le champ du débat en essayant d'exclure les nouveaux acteurs du dégagisme par un jeu de réforme du code électoral. Là, pour le coup, il faut faire extrêmement attention. Pourquoi ? Parce que, pour le coup, les Tunisiens, en dépit de leur faible expérience historique de la démocratie, se sont attachés au pluralisme. Ils se sont habitués, ils se sont très vite habitués. Il y a une acculturation accélérée du jeu démocratique, de la parole libre, etc. Et ce genre de tour de passe-passe textuel, un changement du code électoral, ça ne pourra pas passer. Mohamed un seul mot, c'est pour appeler madame pour le code électoral qui est passé. Les amendements étaient nécessaires parce que dans une démocratie qui se respecte, on ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un de se présenter à n'importe quelles élections, pas présidentielles, même au comité de quartier, sans avoir une idée sur son bulletin numéro 3 que toutes les démocraties utilisent pour savoir à qui on a affaire. On a supprimé cela volontairement après le 14 janvier parce que tout le monde avait un dossier. Une affiliation partisane ? Non, c'est une sorte d'extrait de casier judiciaire. D'extrait de casier judiciaire, oui. Mais cela existe dans toutes les démocraties. Ce n'est pas possible qu'on ne le laisse pas faire. Et c'est le seul amendement qui a soulevé, qui est apparu comme étant dirigé contre X ou Y. C'est pas le critère qui pose problème, vous le savez bien. Oui. Non, le fait de faire attention au casier judiciaire, ça va de soi. Non, c'est le fait plutôt d'avoir pu avoir des activités. Ça n'existait pas. Le fait d'avoir pu avoir des activités humanitaires ou associatives, là, pour le coup, c'est problématique. Donc, si on commence à exclure les gens qui ont une expérience en la matière, déjà, vous excluez les acteurs publics, en vérité, de l'action politique. Mais le bulletin numéro 3 était quelque chose ça n'avait rien à voir contre X ou Y. Le problème reste le timing. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de changer la loi électorale à ce moment-là, juste après, en plus, des résultats de sondages qui montrent que ces figures contestées montent dans les sondages un peu polémiques. Youssef Cherif, le climat social et politique, justement, on va en parler. Quelles sont les attentes aujourd'hui des Tunisiens ? Est-ce qu'il y a des craintes sur les conditions d'organisation de cette élection présidentielle de novembre? Est-ce qu'on y attache beaucoup d'importance compte tenu des difficultés économiques qu'on vient de rappeler? Alors, il y a beaucoup de Tunisiens qui y attachent de l'importance, mais d'autres, bien sûr, qui disent que ça ne va rien changer, que la situation économique qui va de pire en pire ne va pas changer avec les nouvelles élections. Par contre, nous avons vu qu'il y a plus d'1 million de nouveaux électeurs, donc il faut s'attendre à ce que ces nouveaux électeurs aillent voter et que, du moins ce qu'on peut voir maintenant, il y aura un peu plus de votants que ce qu'on a eu par exemple il y a une année avec les élections municipales. Maintenant, les attentes, alors comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont qui laissent tomber complètement, mais il y a ceux qui suivent les populistes dont vous venez de parler, tous ces démagogues qui promettent aux Tunisiens de transformer la Tunisie en un havre de paix, un miracle économique. Et malheureusement, là, je ne suis pas très d'accord avec M. Vermeuren par rapport à la nostalgie qui n'est plus là. C'est vrai qu'il n'y a plus la nostalgie envers Ben Ali comme personnage, mais Ben Ali, il est dans les 80 ans aujourd'hui. Mais il y a une nostalgie envers l'État fort, l'État autoritaire, l'État qui est dirigé avec un homme ou une femme, parce qu'aujourd'hui, l'une des personnalités les plus en vogue parmi ces populistes est une femme, un homme ou une femme forte qui va un peu remettre de l'ordre dans ce pays. On entend de plus en plus, on entend toujours ce discours en Tunisie, et comme la démocratie n'est jamais quelque chose de très stable ou de très la démocratie est toujours fragile et beaucoup plus fragile que d'autres systèmes, il y a toujours le risque d'un retour en arrière, surtout, et là encore une fois comme a dit M. Vermeuren tout à l'heure, par rapport au contexte régional où il y a beaucoup de pays qui sont contre l'évolution démocratique qu'il y a dans ce pays. Donc entre nostalgie, entre manque de confiance dans le processus électoral et dans la transition démocratique, et entre aussi
des États de la région qui sont contre la démocratie et qui essayent d'œuvrer contre la transition démocratique, il y a un risque par rapport à ces élections. Mais bien sûr, aujourd'hui, il y a eu ces attentats. Là, je suis sûr que beaucoup de gens vont utiliser ces attentats ou l'argument l'argument sécuritaire pour dire qu'il faut ajourner les élections et que la situation n'est pas adéquate pour organiser des élections. Mais en fait, lorsqu'on voit les institutions sont là, l'institution qui organise les élections a été mise en place, le système politique marche plus ou moins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de partis très divisés, mais il y a quelques partis qui fonctionnent et les médias sont là, la liberté d'expression est là. Je pense qu'il faut aller vers ces élections. Le résultat, par la suite, probablement, il y aura beaucoup de déçus, mais ça, c'est la démocratie, c'est toujours ainsi. Oui. Les élections, vous dites, elles auront lieu. Il y a un doute pour vous sur l'organisation des élections, compte tenu aussi, alors là, du contexte actuel, c'est-à-dire le président hospitalisé. Ces élections, elles sont prévues initialement en novembre. Est-ce qu'elles pourraient avoir lieu plus tôt ou ne pas avoir lieu du tout, d'après vous? Il y a les législatives avant, en octobre. Alors, à partir du moment où le président en exercice n'est pas candidat, qu'il a reconnu qu'il n'était pas candidat. C'est une fin de mandat, oui. Voilà, il n'y a pas de remise en cause automatique dès lors du calendrier électoral. Si BJKSFC ne pouvait pas assurer dans les mois prochains la présidence, qu'est-ce qui est prévu en cas de vacance du pouvoir? Alors il y a deux scénarios. Il y a deux. Il y a deux scénarios. Il y a le premier scénario, c'est BJKSFC se sent faible, ne veut plus assurer sa fonction présidentielle, et là il remet le pouvoir en fait au chef du gouvernement en informant l'Assemblée. Youssef Chahed en l'occurrence. Youssef Chahed. Donc ça c'est provisoire, c'est 30 jours renouvelables une fois, donc c'est 2 mois. Par contre, s'il arrive quelque chose de plus grave, là on est face à un vide juridique parce que normalement la Cour constitutionnelle devrait décider de ce qui se passe, mais il n'y a pas de Cour constitutionnelle, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, les députés n'ont pas élu les membres, donc il n'y a pas de Cour constitutionnelle en Tunisie. Donc là on serait face à un scénario probable où ce serait le chef du Parlement qui prendrait les pouvoirs, mais qui aurait quand même l'obligation d'organiser les élections sous un délai de 90 jours maximum. Donc du coup, plus tôt que les dates où elles doivent avoir lieu maintenant. Une situation comparable d'ailleurs à l'Algérie, où pour le coup d'ailleurs les délais sont repoussés. L'Algérie justement, actuellement dans une situation particulièrement trouble, déstabilisée. Cela arrive après des années aussi de déstabilisation, cette fois en Libye, où on peut dire que les structures étatiques se sont quasiment effondrées. Quelles répercussions cela va avoir d'après vous sur la Tunisie? Il y avait donc déjà les effets de la crise libyenne. À cela s'ajoute maintenant l'Algérie, d'après vous, Pierre Vermeyren? Ce sont 2 facteurs d'incertitude supplémentaires parce que, si vous voulez, la Tunisie, historiquement, pour s'en remonter très loin, elle vit très largement des échanges avec l'Algérie et avec la Libye. Au fur et à mesure que l'État libyen s'est appauvri avec la fin des exportations de pétrole, que les Libyens ont commencé à rentrer chez eux et ceux qui étaient en Tunisie ont commencé à ne plus avoir d'argent, il y a eu un premier problème. Et puis ensuite, maintenant, les Algériens connaissent aussi des années de vaches maigres qui ont entraîné les événements politiques qu'on connaît. Et puis, il y a des phénomènes aussi de fuite, de contrebande, notamment, on disait tout à l'heure, sur la viande, sur un certain nombre de produits. Donc, c'est vrai que les dysfonctionnements et les incertitudes qui pèsent chez ces 2 voisins, surtout s'il devait y avoir une guerre à Tripoli, on n'est pas là, mais ce n'est pas exclu, c'est évidemment très problématique économiquement et puis du point de vue sécuritaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de djihadistes tunisiens qui se baladent en Libye, et puis l'Algérie, elle est un garant aussi sécuritaire sur la frontière, donc ça fait beaucoup. Belling Nabli. C'est là qu'ont lieu aussi d'ailleurs les opérations militaires contre ces mouvements terroristes. Oui. C'est aux confins du territoire tunisien, près de ses frontières. Puis la révolution en Tunisie, on a beaucoup entendu la France, les Européens, en guise de soutien à ce qui se passait. Mais en réalité, le vrai soutien étatique à la Tunisie, c'est l'Algérie. Dans un relatif silence, mais c'est l'Algérie, dans l'efficacité de l'action publique, sur le plan sécuritaire, mais aussi énergétique. C'est à nouveau l'Algérie. Et donc, la déstabilisation du régime en Algérie, en fait, c'est une autre épée de Damoclès sur la Tunisie.
Oui, et donc le rapport de dépendance, il est plutôt dans le sens de l'Algérie vers la Tunisie. Donc l'appauvrissement de l'économie algérienne du fait de ce qui s'y passe actuellement, la baisse des réserves de change notamment, des moyens budgétaires aussi, ça a des répercussions directes sur les moyens dont peut disposer la Tunisie. Au-delà des moyens de l'Algérie et donc de sa situation budgétaire, c'est essentiellement une question d'équipe. Si on peut parler d'équipe gouvernementale en Algérie. C'est-à-dire que les hommes au pouvoir sont ceux qui ont soutenu la Tunisie depuis 2011. L'ère Bouteflika, pour les Tunisiens, ce n'est pas une ère négative, c'est une ère finalement de stabilité et finalement aussi d'un allié sûr sur qui la Tunisie a pu compter dans les moments les plus délicats, les plus difficiles. Les attentats majeurs, mais aussi les attaques sporadiques sur la frontière autour du mont Chambi. Donc vous voyez... Sporadique mais durable. Pour ce qui est des attaques, mais l'ancrage il est réel. L'ancrage est réel. Et donc si la Tunisie devait perdre un allié aussi sûr et aussi effectif et efficace, là pour le coup, ça serait un affaiblissement automatique pour la Tunisie. Il faut le rappeler, juste les touristes algériens ont quand même été les premiers à revenir en Tunisie en 2015. Quand tout le monde avait déserté la Tunisie, on avait des touristes algériens qui venaient en masse. Et permis donc à cette économie de revenir à son niveau, en tout cas à l'économie touristique. Je partage ce qui a été dit sur l'Algérie, qui est un pays extrêmement important pour la Tunisie. Il ne faut pas oublier que si la Tunisie, sa richesse et sa localisation géographique, la Tunisie, depuis 3000 ans. C'est une terre de guerre et de paix. Le problème, c'est qu'on a 1400 km de côte sur la mer Méditerranée et on a une large frontière sur l'Algérie. Et sur les côtes, les gens vivent du commerce transfrontalier. Aussi bien les Algériens que les Tunisiens. Et c'est une bouffée d'oxygène pour l'économie tunisienne. Et dans le sud également, c'est exactement la même chose. Malheureusement, c'est devenu le maillon, c'est le ventre mou un peu de la Tunisie. Sa position est devenue problématique parce que ces infiltrations qui ont toujours existé, ceci dit, entre l'Algérie, mais pas annoncées. Merci Mohamed Saviv Asli, merci également à Pierre Vermeren, à Lilia Blaise et à Belig Nabli d'avoir été avec nous. Je salue également Youssef Chérif qui était avec nous depuis la Tunisie. Restez avec France 24 dans un instant, c'est un nouveau journal.